bonjour, merci de votre accueil. Je suis Denis Maillard, je suis consultant, j'aide les entreprises, enfin plutôt les dirigeants d'entreprises et à travers eux les entreprises elles-mêmes à anticiper, faire face, prévoir l'impact des phénomènes de société sur les organisations. Et parmi ces phénomènes de société, l'évolution des relations sociales et notamment l'évolution du travail. Alors, j'ai retenu ce qui s'est dit juste avant sur l'accessibilité, donc j'ai essayé de rendre mon propos accessible et d'avoir une présentation qui soutienne mon propos et qui fait que vous restiez avec moi. Travail, la fin du bonheur différé, c'est ça que j'ai envie de vous présenter en une vingtaine de minutes. Sur la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est transformé, qu'est-ce qui a bougé dans notre rapport au travail, c'est-à-dire notre rapport collectif et individuel au travail. Alors, je partirai pour commencer de ce qu'on vient de vivre. Depuis 5 mois, 14 journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Et je crois que cette mobilisation, ça n'a échappé à personne, elle est fondée, me semble-t-il, sur une idée partagée par beaucoup, partagée par la population qui soutient le mouvement, qui est de dire, avant de parler des conditions du départ à la retraite, de repousser l'âge, parlons d'abord du travail. Parce que je crois que, et c'est une conviction là pour le coup partagée, parler de la retraite demain, en réalité revient à évoquer le travail d'aujourd'hui. Or, le travail d'aujourd'hui, et notamment après la crise Covid, notre rapport au travail a évolué. Alors il y a deux évolutions majeures, une que je vais un peu laisser de côté, qui est la transformation des conditions réelles de travail, l'intensification, et dans ces discussions qu'on a eues autour de la réforme des retraites, cette idée d'un travail soutenable, voire insoutenable, est revenue souvent. Ce qui m'intéresse, c'est le deuxième élément, c'est l'imaginaire du travail. Qu'est-ce qui a bougé dans notre rapport au travail? Et ce qui a bougé, c'est la fin d'une expression que j'emprunte à l'historien Jean-François Sirinelli, la fin du bonheur différé. Le bonheur différé, Sirinelli le dit donc dans ce livre sur les 30 Glorieuses, il dit c'est l'imaginaire des 30 Glorieuses, le bonheur différé. C'est l'idée que je m'engage aujourd'hui, je suis dans mon travail, dans la vie, dans la société, avec certaines contraintes, mais que la libération interviendra plus tard. C'est un imaginaire chrétien sécularisé. Et finalement, on voit bien que le paradis, chacun a sa vision du paradis. Si vous êtes chrétien, vous pensez que la vraie vie commencera après la mort. Si vous êtes socialiste, communiste, etc., pendant longtemps, on a cru que la vraie vie commencerait après la Révolution. Et puis, quand on est social-démocrate, ce que la société française a été pendant même très largement, on pense que la vraie vie commence après le travail et qu'effectivement, la question de la retraite est importante. Mais si on parle de paradis, ça suppose quelque chose que vous connaissez bien, hein, vous qui êtes des acteurs de la compétence et de la formation, c'est cette linéarité du temps. L'idée que dans la vie, il y a 3 temps, un temps de formation, un temps de travail et un temps de retraite, avec l'accent mis sur le travail. Et on voit bien que les débats, c'est ce travail, s'il n'est pas soutenable, il faut réduire le temps qu'on y passe. Si au contraire on pense que le travail est une valeur, que c'est important de travailler, il faut au contraire augmenter ce temps de travail. Mais ce qui a bougé, c'est précisément cette juxtaposition de 3 temps de travail. Alors, je disais, la question de la valeur du travail. On entend beaucoup l'expression valeur-travail, la valeur travail. Je crois personnellement que le travail n'est pas une valeur. Le travail, c'est d'abord une activité. C'est une activité qui met en jeu des valeurs, qui a de la valeur aux yeux de ceux qui le font, aux yeux de ceux à qui il est destiné, mais en lui-même, le travail n'est pas une valeur. Pourtant, on vit sur cette idée qui est double, depuis la révolution industrielle, l'idée que
il y a une valeur travail parce que le travail peut être, c'est une valeur marchande, il peut être quantifié, et donc la valeur est mathématique. C'est une grandeur mathématique, et donc on peut couper le travail en petites tranches, et c'est de la manière dont on a pensé le travail pendant plus d'un siècle. Et puis, avec le chômage de masse, avec l'évolution du rapport au travail dans la société. Et je disais que les 30 Glorieuses avaient été mises sous le signe, comme dit Sirinelli, du bonheur différé. La révolte de 68, c'est précisément une révolte contre cet imaginaire-là, au nom d'un « je ne veux pas perdre ma vie à la gagner ». Et donc on voit bien que ce qui est remis en cause, c'est précisément ce rapport, et j'ai mis la photo des temps modernes de Charlot, c'est ce rapport à ce travail déshumanisant, parcellisé, sectorisé. Mais tout de suite est venue prendre le relais une autre définition du travail comme valeur. C'est derrière la valeur travail, c'est une valeur morale. Le travail serait important parce que, alors chacun y met ce qu'il veut, il permet un lien avec les autres, une dignité, etc. Mais ce qui manque derrière, c'est la valeur qu'on lui accorde personnellement. Or justement, qu'est-ce qui s'est passé, je vous le disais, au moment du Covid, c'est que chacun, individuellement, et nous tous collectivement, nous avons eu une expérience liée à notre travail. Et en fait, il y a eu 3 expériences particulières selon la position que l'on occupait dans la société et dans la division du travail. Première expérience, le télétravail. L'expérience fondamentale autour de ça, c'est l'expérience de l'autonomie. La capacité de s'organiser autrement. Quand bien même on a pu trouver ces périodes de télétravail difficiles, compliquées, pas forcément une expérience agréable et fluide. Ce qui est derrière l'expérience massive du télétravail, c'est-à-dire que des milliers, des millions de personnes qui d'un seul coup se sont mis en télétravail alors qu'on n'imaginait pas forcément que leur métier était télétravaillable, c'est l'expérience de l'autonomie, avec derrière l'envie, quand on sort de la pandémie, l'envie d'une nouvelle organisation du travail. L'envie d'avoir une expérience beaucoup plus fluide de la relation de travail. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, c'est toutes les personnes qui ne pouvaient pas télétravailler et qui ne devaient pas continuer à travailler, qui ont été au chômage. Là, l'expérience qui a été faite, c'est l'expérience de la réflexivité. J'ai du temps pour me dire, est-ce que je veux continuer à vivre et travailler de cette manière? Et je crois que les difficultés de recrutement qu'on a aujourd'hui, par exemple dans le secteur hôtel, café, restaurant, est liée pour une bonne part à certaines régions ou certains secteurs le quasi-plein emploi, mais aussi à la suite de cette expérience de réflexivité. Je n'ai pas forcément envie d'avoir ce rapport ni au temps, ni à l'espace. De la même manière, j'ai besoin de souffler. Et puis troisième expérience que j'appelle celle du back-office de la société de service. Alors je vous ai mis la définition parce que le terme back-office comme ça n'est pas forcément parlant. C'est quoi le back-office de la société de service? C'est une infrastructure économiquement indispensable, socialement invisible, mais qui permet à la société orientée client, on est dans une relation de service, de se poursuivre dans le temps. C'est tous les travailleurs essentiels, indispensables, qu'on a vus pendant le confinement, le soin, la logistique, le transport, le commerce, qu'on a applaudi à 20 h. Et là, l'expérience du travail, ça a été l'expérience de l'utilité. Ils sont véritablement utiles. Mais derrière, l'envie de reconnaissance, qui tarde à venir, et le besoin de dignité. Et donc, on voit bien que l'expérience de travail que nous avons eue, la transformation du rapport au travail qui s'en est suivie au moment du confinement, fait que les 5 mois de contestation s'expliquent très largement. Ça va bien au-delà d'une contestation uniquement sur le décalage de l'âge de la retraite, du départ en retraite. C'est bien un nouveau rapport, un imaginaire du travail qui s'est mis en place. Et cet imaginaire, je reviens à ce que je disais au départ, c'est précisément la fin du bonheur différé. Je ne veux plus perdre ma vie à la gagner, comme on disait en 68, mais je ne veux plus attendre. Je n'ai pas envie d'attendre la retraite pour me réinventer, pour bifurquer, pour
m'amuser, pour m'occuper de moi ou de mes proches. L'important, c'est ici et maintenant. Le travail est pris par cette envie d'ici et de maintenant, précisément venant de loin de cette transformation du rapport au travail qui vient de loin, mais aussi de cette expérience faite pendant le Covid. La question qui se pose, et c'est le deuxième aspect de ma présentation, je voudrais voir maintenant, c'est pourquoi est-ce que c'est ça qui nous arrive? Qu'est-ce qui a bougé dans nos représentations, dans nos imaginaires, pour que l'ici et le maintenant soient déterminants, et notamment dans le travail? Mon idée, c'est que, en fait, on vit depuis longtemps, mais on le sent maintenant très profondément, une transformation de l'utopie, tout simplement, de l'imaginaire utopique, de la pensée utopique. Alors, c'est quoi l'utopie? Si on veut en donner une définition, je vous l'ai mis, hein. L'idée de l'utopie, c'est quoi? C'est on essaie de combler un écart entre la situation où on est et celle qu'on voudrait connaître. Alors ça naît avec le premier personnage que vous avez sur le côté, qui est Thomas More. C'est lui qui invente l'idée d'utopie. Mais son idée d'utopie, il est contemporain de la découverte de l'Amérique. Son idée d'utopie, c'est une île qu'on vient de découvrir. Et là, il y a une société qui pourrait être un modèle d'une société idéale. Jusqu'à Thomas More, il n'y a pas d'utopie dans l'histoire des idées. En fait, ce qu'on demande, c'est au contraire, c'est une imitation de quelque chose de perdu. L'imitation de la beauté de la nature, l'imitation de la sagesse des anciens, l'imitation de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas une projection vers un ailleurs ou vers un futur. Et là, deux autres personnages qui arrivent dans l'histoire des idées, c'est Hegel et Marx, qui vont précisément dire il y a quelque chose à construire dans l'avenir, dans le futur. Or, c'était Raymond Aron qui parlait de la fin des mythes hegeliano-marxistes, donc pour dire la fin des années 70-80, qui ont vu finalement la chute du mur de Berlin et l'écroulement de l'URSS. C'est précisément ça qui s'est terminé. L'idée qu'il y a une utopie plus tard, encore une fois, après la Révolution. Néanmoins, comme le dit l'historien François Furet à la toute fin, je crois que c'est même la dernière page de son livre, précisément sur le marxisme, Le passé d'une illusion, il dit la démocratie, le monde dans lequel on vit, même si les mythes sont morts, fabrique, par sa seule existence, le besoin d'un monde postérieur, d'après, à la bourgeoisie, au capital, et pourrait s'épanouir, une véritable communauté humaine. Alors pourquoi est-ce que l'utopie reste présente et reste au présent? Je crois que la raison, elle est là. Elle est là. Quand Furet parle de démocratie, c'est la société qui est fondée sur les droits de l'homme. C'est la société dans laquelle on vit. Et cette société a une particularité, et je crois qu'il faut que vous l'ayez en tête, parce que ça explique beaucoup de choses. Cette particularité, c'est que la société fondée sur les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme, nous dit à la fois ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Rappelez-vous, l'utopie, c'est combler l'écart entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être. Les droits de l'homme nous disent que ce qu'on est, c'est ce qu'on doit être. L'être est le devoir-être, si je parle comme les philosophes. Et donc, chaque fois qu'il y a un écart entre l'égalité telle qu'on l'a déclarée, la liberté telle qu'on l'a constituée, et l'égalité telle qu'on la voudrait, ou la liberté telle qu'on l'imagine, dès qu'il y a un écart entre les deux, cet écart devient un scandale, devient insupportable. Et il faut le combler. Mais il ne faut pas le combler dans une vie future, il ne faut pas le combler après la Révolution, il ne faut pas le combler à la retraite, il faut le combler ici et maintenant. Et donc cet imaginaire utopique qui habite profondément nos sociétés, c'est cet imaginaire qui vient aujourd'hui dans le travail, l'organisation du travail, la relation de travail. Alors comment on fait pour combler l'écart? On peut s'engager, tout l'activisme qu'on vit aujourd'hui, et précisément, comment est-ce qu'on comble cet écart entre ce qu'on dit être et ce qu'on voudrait être? On peut se réinventer, on peut, à titre individuel, bifurquer. Cette notion, elle est très présente aujourd'hui dans le débat public, dans le débat sur le travail. Comment est-ce que je bifurque? Comment est-ce que je me réinvente?
Ou alors, et vous êtes bien placé pour le savoir, on peut se former. Je crois que c'est au centre de la formation, de l'idée de formation, il y a cette utopie au présent qui habite au cœur de nos sociétés, qui est que on pourrait enfin réconcilier ce qu'on est et ce qu'on voudrait être. Merci.